Ici Cathy Tropiano. Cette semaine, au Showcase des conférenciers, je reçois Patrick Leroux. C'est un conférencier connu et reconnu, un auteur de plusieurs livres. Il est aussi coach pour entrepreneurs et a fait fureur en ligne avec ses programmes et ses accompagnements. Aujourd'hui, il aide les gens de 50 ans et plus à voir la retraite autrement. Comment avoir plus d'argent, plus de temps, plus de liberté et pouvoir vivre pleinement. Vous allez voir que la prise de parole en public et le storytelling font partie de son univers et aujourd'hui, je l'accueille dans mon univers. Bonjour et bienvenue au Showcase des conférenciers. Aujourd'hui, je suis particulièrement contente de recevoir Patrick Leroux. Bienvenue. Bonjour, merci Cathy, bienvenue. Bienvenue, en fait, merci de m'avoir au show, je suis super content. Bien, moi aussi, je suis très heureuse. Ça fait longtemps qu'on se connaît, qu'on s'est croisés à plusieurs endroits. Puis dernièrement, on a eu la chance d'avoir des conversations un peu plus profondes. Puis j'ai aimé te connaître autrement, différemment. Ça me fait particulièrement plaisir que tu sois ici. Ça fait plaisir. Donc, j'aime commencer le podcast en faisant un retour en arrière. J'aime amener mes invités à quand ils avaient 10 ans. Comment était Patrick Leroux quand il avait 10 ans, 11 ans, à l'école, avec ses amis? Fait, moi, je suis né à Charlesbourg, à Québec, jusqu'à l'âge de 2 ans. Fait que j'ai aucun souvenir. Mais de 2 à 9, on habitait à Drummondville. Ma parenté vient de là, d'ailleurs. Mes parents avaient un petit commerce, une épicerie de quartier avec 2 allées, mettons. Mon père travaillait dans la construction, il était électricien. Ma mère s'occupait du commerce. Fait qu'entre 2 et 9 ans, j'étais laissé un peu à moi-même. Je classais les bouteilles vides dans le sous-sol. Je m'occupais de la caisse enregistreuse. Je mettais les étiquettes sur les cannes de bin. Et donc, ma mère, elle travaillait comme 80 heures par semaine. Fait qu'on j'étais assez autonome. J'ai un frère 2 ans plus jeune que moi. Et à l'âge de 9 ans, on déménageait au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Parce que mon père était dans la construction, il était responsable d'un chantier à Alma, le complexe Jacques-Gagnon. Fait que pendant 2 ans, on a habité au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis à l'âge de 11 ans, j'ai déménagé à Québec, sur la Rive-Sud, à Lévis, Lauson à l'époque. On habitait là 5 ans. Puis vers 16 ans, je suis arrivé dans la région de Montréal. Bref, j'ai eu une enfance assez mouvementée. C'est-à-dire que je pense qu'on a déménagé, je ne sais pas combien de fois, là, on a déménagé extrêmement souvent. Mais j'avais la chance de jouer au hockey. Dans chaque ville que j'arrivais, j'avais des nouveaux amis rapidement parce que je jouais au hockey. Fait que le côté social, pour moi, a toujours été assez développé, important. Et les transitions entre les différents endroits où on a habité, c'est fait bien parce que je jouais au hockey. Donc, j'avais des amis comme ça. On est allé à l'école publique la majorité de ma vie. Les 2 années, première année au collège de Lévis, c'était juste des prêtres. C'était juste des gars qui avaient là, mais il y avait le couvent pas trop loin. On allait les voir sur l'heure du midi. Mais ça a été assez formateur pour moi. Quand je suis arrivé à l'école Jacques-Rousseau, en secondaire 4, à Longueuil, là, ça a été le choc complètement. J'arrivais d'un collège privé, c'était juste des gars et des frères. Puis là, j'arrive à la polyvalente où les élèves envoyaient promener les profs avec les punks, les skinheads à l'époque. C'était comme super traumatisant. Puis par la suite, j'ai joué au hockey, moi. Fait que je suis allé au collège français, secondaire 5, mes 2 années de cégep. J'avais une bourse pour jouer pour le collège français. Donc pour moi, le côté social, ami, a toujours été important. Puis grâce au hockey, j'ai acquis une certaine discipline, une certaine rigueur. Oui. On ne pouvait pas sortir le samedi soir. On avait des couvre-feux. Fait que pour tous les parents qui ont des enfants qui font des sports comme ça, je trouve que c'est absolument extraordinaire d'inculquer ça jeune à ses enfants. Mais j'ai été responsabilité assez jeune. À 5 ans, je me rappelle, ma mère avait l'épicerie, elle n'avait pas le temps de s'occuper de moi. Oui. Fait que je voulais des bottes de pluie, absolument. Fait que là, ma mère a dit, il y a juste 5 ans, j'ai pas le temps d'y acheter des bottes de pluie. Fait qu'elle a appelé un commerçant qui restait à 3 pâtés de maison. Okay. Elle a dit, mon fils va venir vous voir, il a l'argent avec lui, il va acheter ses bottes de pluie. Écoute, je sais pas si tu as de l'insouciance, l'irresponsabilité, mais un enfant de 5 ans, traverser des rues comme ça, c'est un quartier résidentiel quand même, mais jeune, j'ai été responsable, je te dirais. Fait que c'est un peu mon background là, que j'ai eu. C'est très fascinant, là. C'est juste... J'en apprends déjà. Moi aussi, mes parents avaient un commerce. Moi, c'était un fruits et légumes. Okay. Mes parents sont arrivés ici, ils ne parlaient pas anglais, ils ne parlaient pas français. Parlaient que l'italien, puis ils ont ouvert, puis ils ont commencé à... Fait que quand tu dis que je passais ma jeunesse dans le magasin, là, c'est arrivé à moi aussi, puis on était responsabilisés vraiment très jeunes. J'entends que l'adaptabilité puis le changement, tu t'es habitué très, très rapidement. Pas le choix. Pas le choix. J'ai pas le choix. Puis le fait qu'on jouait dans des sports d'équipe comme ça nous a aidé à bien faire la transition. Si j'avais pas eu ça, j'aurais trouvé ça difficile. Parce qu'il y a bien des occasions, là, quand ils nous annonçaient ça, qu'on déménageait, là, on quittait nos amis qu'on s'était fait. Puis ton univers, quand tu es jeune, c'est tes amis. Fait que ça a été très difficile. Mais parce que je me faisais rapidement des amis. Puis aujourd'hui, je présume que ça me sert. Ça m'a servi toute ma vie à m'adapter. Puis comme entrepreneur, tu sais, des fois, tu fais des projets, ça marche pas, c'est pas grave. Tu changes de bord, puis tu t'apitoies pas sur ton sort, puis tu regardes par en avant. Donc, pas timide, pas introverti. Tu allais vers les gens.
Puis grâce au sport, c'est ça? Oui, mais j'étais pas... La parole en public, là, c'est le but un peu de ton podcast. Non, là. on va y aller plus loin, Je reste quand tu étais jeune. Des amis, ça, c'est important. OK. Mais quand est venu le temps de prendre la parole en public, là, j'étais très, très introverti, timide, gêné, pas capable. Là, ça a été, mais j'ai toujours une vie sociale quand j'étais jeune. Là, même OK, si... mais on va y aller. Oui, Je suis contente que tu l'aies effleuré. En fait, j'amène quand le professeur disait « OK, aujourd'hui ou demain, on va faire un exposé oral », tu réagissais comment? Terrifié. Terrifié? Terrifié. Ah oui, terrifié. J'ai toujours compensé ma peur, mon stress, mon angoisse par une hyper-préparation. OK. C'est pour ça que je m'en suis sorti quand même correct. C'est que j'étais toujours hyper bien préparé. C'était pas naturel, c'était pas fluide, puis je vivais quand même l'angoisse. Mais alors que d'autres personnes qui vivaient l'angoisse comme ça et puis se préparaient pas, eux autres, c'était encore pire. Mais on n'a pas eu le temps non plus. Ça, c'est une chose que je regrette. Il n'y a pas eu le temps de cours sur l'art oratoire, parler en public, puis s'exprimer devant les autres collègues. Ça dépend des classes et des écoles que tu vas, mais ça, c'est quelque chose qui devrait être absolument enseigné, selon moi, dans les écoles, puis qui ne l'est pas assez, malheureusement. Pour les gens qui ne savent pas qui est Patrick Leroux, qui est Patrick Leroux? Un papa de 2 belles grandes filles. Aujourd'hui, Yes. ils ont 16 et 17 ans. J'ai ma femme Pénélope, ça fait presque 20 ans qu'on est ensemble. Grand sportif, mais au niveau carrière, j'ai été conférencier professionnel. Je le suis encore, conférencier professionnel, beaucoup moins. J'ai commencé en 1993, plus de 2000 conférences que j'ai faites un peu partout à travers le monde, je te dirais. Mais avant surtout au de Québec. commencer par conférencier, Oui. est-ce que tu travaillais dans J'ai fait un bac à l'université en marketing, Oui. à l'Université du Québec à Montréal. J'ai étudié à Amsterdam aussi en commerce international. Wow. Je ne me rappelle pas trop grand-chose de ça. J'ai bien du fun. Non, mais je savais que j'avais besoin d'apprendre l'anglais. Fait qu'en faisant un 6 mois à Amsterdam, tout le monde parlait anglais là-bas. Fait que Immersion, c'est la meilleure immersion. Je suis passion. revenu bilingue. Fait que quand je suis sorti de l'université, je travaillais 2 ans chez Coca-Cola, dans les ventes. Qu'est-ce que tu fais? Ah, ouais, qu'est-ce que dans tu les fais? ventes. OK. J'étais représentant des ventes. J'ai eu 3 promotions successives. J'étais même un cadre. J'avais des gens qui travaillaient pour moi qui avaient 55, 60 ans. Et parce que j'avais du succès dans les ventes, bien, mon patron me demandait d'aller faire des speeches. Là, on a un meeting des ventes, 54 vendeurs. Demain, tu vas faire un speech de 10 minutes. Tu vas dire pourquoi que tu réussis, puis les autres, ils ont de la difficulté. Écoute, terrifié, pas capable de parler en public, la fin du monde. Fait que je savais très tôt, moi, que j'avais besoin de vaincre cette peur-là si je voulais avoir... J'avais quand même de l'ambition. Fait que je voulais avoir des promotions. Si je veux être manager un jour, il faut que j'apprenne à gérer du monde, à parler devant un groupe, à animer des meetings. Fait que c'est là que j'ai fait des recherches et j'ai trouvé les cours d'Dale Carnegie. Comment parler en public, des cours de 12 semaines. Fait que j'ai fait pendant 12 semaines. Puis là, à la fin de chaque présentation, tu dois faire un mini-discours de 2 minutes. Puis c'est les autres élèves qui votent. Puis j'ai eu 4 crayons comme le meilleur discours de la soirée. Wow. Fait que là, ça me donné beaucoup de confiance. J'ai commencé à aimer ça. Et là, j'ai joint les clubs Toastmasters. Oui. Alors, pendant 2 ans, j'ai été très actif. J'ai été vice-président, président d'un club Toastmasters. Je faisais des discours improvisés, des discours préparés. Et c'est devenu une drogue. Autant j'avais peur, autant que là, j'avais de la reconnaissance, j'avais des applaudissements et des gens qui me disaient que j'étais bon. Fait que j'ai comme aimé ça. Et je me suis fait payer mon cours par Coca-Cola parce que c'était dans le cadre Dale Carnegie, là, c'était dans le cadre de mon travail pour être un meilleur leader. Fait que ça, c'est une chose. Hein. Les gens peuvent se faire payer des formations par leur employeur pour apprendre à parler en public. Fait que moi, ça a commencé là. Puis là, vers l'âge de 25 ans, j'ai décidé que je voulais en faire une carrière. Sauf qu'évidemment, tu ne deviens pas conférencier du jour au lendemain comme ça. Fait que j'avais parti une petite business de bonbons, des machines à bonbons comme ça. Fait que ça me prenait juste 5 heures par semaine au lieu de 55 heures chez Coke. Ça me permet de payer mes trucs. Et puis là, j'ai commencé à devenir formateur conférencier, mais ça n'a pas marché du tout au début. Là. Attends. Moi, il faut qu'on revienne en arrière. Là, fait que tu laisses ton emploi de Coca-Cola. En fait, je n'ai pas laissé. La vérité, je me suis fait mettre à la porte. Ah. Parce que j'avais parti une petite business on the side. En même temps? En même temps, ben oui, mais en même temps, mes bonbons. Puis là, mon patron, il a dit, quand que ça, il dit, comment ça, tu t'es parti des machines à bonbons? Je dis, ben pourquoi? Il dit, il aurait fallu que tu me le dises. Je dis, pourquoi il aurait fallu que je te le dise? Ouais. Ben, il dit, c'est contre le code de déontologie. Il dit, laisse-moi checker ça avec Toronto, là, puis je te reviens. Puis quand il m'est revenu, il dit, je suis obligé de te laisser partir. Là, je suis comme, j'avais prévu de partir, mais pas tout de suite. Fait que là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté, j'avais 10 machines à bonbons, j'ai monté ça à 300 machines à bonbons. Mais attends, ça veut dire que tu as remplacé ton salaire de chez Coca-Cola avec tes machines en 3 mois. Puis, le même salaire, sauf qu'au lieu de 55 heures par semaine, je travaillais 5 heures par semaine avec mes bonbons. C'est ce qui me laissait le temps à travailler pour devenir conférencier formateur. Parce que ça m'a pris 2 ans avant de faire plus d'argent que je faisais avec mes bonbons ou chez Coke. Wow. Et puis là, j'ai vendu mes machines à bonbons à mon père, qui lui a pris sa retraite. Mais ça m'a pris 2 ans pour gagner
gagner, disons, 90 000 par année, puis dire, OK, là, je suis capable de juste faire ça à temps plein, puis d'être conférencier formateur. Parce qu'au début, ça ne marchait pas pantoute, là. Les 10 premières fois que j'ai loué des salles, là, j'avais moins de 10 personnes. Ça me coûtait plus cher louer la salle que je faisais d'argent, mais je voulais être conférencier. Moi, j'ai eu un modèle, Tony Robbins, jeune, qui, lui, avait seulement 10 ans de plus que moi. Fait que je me suis dit, si lui est capable de le faire, pourquoi pas? C'est tout ce que j'ai essayé jusqu'à présent, toutes les petites business, ça a fonctionné. Si je ne l'essaye pas, je ne le saurais pas. C'est que je vais l'essayer. Mais au début, tu n'es pas conférencier, tu es formateur. C'est ça. Puis là, après ça, tu deviens conférencier professionnel. Je me suis associé avec quelqu'un qui s'appelle Michel Bélanger, qui avait écrit le livre Champion de la vente. Fait que je faisais des tournées de la province de Québec avec lui. Je le suivais partout. Là, il dit, tu vas faire un petit bout de conférence ici. Ça durait 2 jours, son atelier Champion de la vente. Il dit, OK, tu vas faire le 15 minutes sur le télémarketing prospection. Là, je faisais ça. Puis là, il dit, hey, t'es meilleur que moi, c'est toi qui le fais. Tu fais une demi-journée. Là, tu fais une journée. Puis là, je dis, OK, tu le fais au complet. Moi, j'en fais plus. Je te fais la promotion. Fait que là, il me bouquait des places au Québec. Fait que là, moi, ça a duré quasiment 2 ans de ça où j'ai fait plein de conférences. Je me suis fait les dents. Mais la journée que notre partnership s'est terminé, je savais pas me vendre. Parce que le plus difficile, c'est pas de faire les conférences. Le plus difficile, c'est de savoir vendre les conférences. Fait que ça a été, on pourra en reparler si tu veux, mais ça a été un autre paire de manches. Mais tu vas trop vite, là. Tu m'as donné plein de pépites, là. Puis moi, je veux toutes les attraper au bon, là. Fait que je vais revenir en arrière. Fait que tes premières conférences, c'est pour donner des meetings de vente des employés. Formateur, vente, au début, parce qu'au début, il n'y a personne qui va embaucher un conférencier sur la motivation à 25 ans. Les gens s'assoyaient dans la salle en arrière, puis ils me regardaient de même en partant, en voulant dire, hey, mon fils est plus jeune que toi. Qu'est-ce que tu as à m'apprendre? Qu'est-ce que tu vas m'apprendre? Puis ça me prenait 10-15 minutes, puis là, je voyais les brosses décroisées, les gens écrire, ils venaient me voir après. Fait qu'il fallait que c'était difficile. Au début, là, quand j'avais 25 ans, tu n'as pas de crédibilité. Mais je réussissais à les chercher, mais ça prenait 10-15 minutes avant d'y arriver. Fait qu'au début, en faisant des formations sur la vente, parler moins de développement personnel, puis des objectifs, puis tout ça, qu'est-ce qui est plus conférencier, là? Bien, au début, c'était formateur sur la vente. Puis après ça, j'ai cheminé dans les années après pour plus le développement personnel. Ce qui fonctionne mieux dans mes ateliers de vente, c'est quand je parlais de développement personnel. C'est ce qui allumait le plus, puis c'est ce qui m'allumait le plus aussi. Mais je savais que je devais être un formateur pour pouvoir me faire accepter. Puis par la suite, ben là, en vieillissant, en prenant de l'expérience, en devenant meilleur, ben là, je suis devenu plus conférencier. C'est ça, les gens apprennent à connecter avec toi avec le développement personnel, puis après, on peut leur enseigner ce qu'ils sont venus chercher. Ouais. Fait que tu vas vite, tu vas vraiment vite. Donc, tu finis en fait, tu arrêtes de travailler chez Coca-Cola et tu décides de partir tes événements. Raconte-moi cet épisode-là. Comment tu décides de dire, OK, je loue des salles, j'invite des gens, je fais ma publicité comment? Parce que c'était avant Facebook, là, c'est ça? Avant les réseaux sociaux, avant l'Internet. Fait que raconte cette partie-là. La première salle que j'avais louée, c'était sur la Plaza Saint-Hubert. Moi, j'habitais à Rosemont à l'époque. Je m'étais acheté un triplex à Rosemont. J'avais un coloc qui restait avec moi. Fait que c'était pas trop loin, la Plaza Saint-Hubert. Je loue une salle de 40 places. Puis là, je dis, comment je la remplis, cette salle-là? Ouais. Puis là, la première chose que j'ai faite, je sais pas si tu te rappelles à l'époque, les fax. Fait que tu embauchais des entreprises qui envoyaient des fax, là, at large, nowhere, là, puis là, tu espérais que ça fonctionne. Écoute, ça n'a pas marché pantoute. Une autre stratégie que j'ai faite, c'est que j'avais imprimé des flyers de mon atelier sur la vente, puis je mettais ça dans les gens coutus, dans les pare-brises d'auto, les wipers comme ça, dans les épiceries, tout ça. Ça n'a pas marché non plus. La première conférence, j'ai eu 3 inscriptions. Est-ce que tu l'as donné quand même? Je pensais l'annuler parce que je ne peux pas donner une conférence de 3 personnes. J'ai sur 40, tout ça. Fait que j'ai appelé 2 amis à moi qui étaient en congé de maladie. J'ai dit, là, il faut absolument que vous veniez. Vous ne payez pas. Vous venez, s'il vous plaît. Même si vous restez une demi-journée, c'est pas grave. Mais au moins, je vais avoir 5 personnes. Puis j'ai fait ma première événement avec 5 personnes comme ça. Puis je lisais mes notes tout le long. C'est comme je commençais. Je n'avais pas d'expérience, mais je tenais à la faire. Fait que ça a été difficile comme ça la première année. C'est pour ça que là, après ça, je disais, hey, si j'allais m'associer avec quelqu'un qui a de l'expérience, qui le fait depuis longtemps, c'est là que je me suis associé à Champion de la vente. Là, puis par la suite, j'ai travaillé 2 ans avec eux autres. Et par la suite, puis je faisais des mandats aussi de vente. Parce qu'avec eux autres, là, il y avait des filles au téléphone qui appelaient des compagnies. Et là, ils me bookaient. Fait que moi, j'allais voir. Je faisais une première entrevue. Après ça, je revenais avec une offre de service 3 jours après. Puis là, j'essayais de vendre le mandat. Puis je donnais le mandat. C'est souvent une formation de 2 ou 3 demi-journées. Ouais. Pendant que tu es dans la période de je fais mes appels, je book des salles ou j'essaie de vendre des billets, est-ce que tu as des moments où tu as douté? Où tu t'es dit, là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Comme tout le monde me disait, t'es ben trop jeune, pour qui tu te prends? Voyons donc, tu feras ça quand tu auras 50 ans, quand tu auras de l'expérience. Tu n'as pas beaucoup d'expérience. J'en avais quand même, là, parce que j'avais 25 ans, mais j'avais commencé en business à l'âge de 18 ans. À 18 ans, j'avais des tripoteurs de crème glacée, j'ai eu 100 quelques employés. Fait que, tu sais, tout le bagage que j'avais accumulé entre 18 et 25 ans, même si c'était pas énorme, j'avais quand même des choses à dire. Et donc, ben oui, si j'ai écouté les autres alentours de toi, c'est certain que tu te dis, ouais, ben dans le fond, ils ont raison. Ça marche pas pantoute mon affaire. Je vais me retrouver un job. Puis, dans le fond, là, quand que je suis parti de chez Coke, je me suis dit, au pire, si ça marche pas, là, Pepsi va m'embaucher.
Je vais aller chez T'es la un top vendeur compétition. chez Coke. La compétition va m'embaucher. Fait que souvent, c'est une chose. Hein, quand tu as peur de faire de quoi, tu te dis c'est quoi le pire qui pourrait m'arriver. Puis souvent, quand tu réalises que le pire, Oui. c'est pas si pire que ça, Ah, c'est ça. ça t'ose à passer à l'action. Hey, j'ai une question un peu personnelle à te demander. Oui. Tu sais, quand on entend des choses comme pour qui se prend Ouais. ou qu'est-ce qu'il va m'enseigner, quand ça vient des personnes qu'on connaît pas, ça nous affecte un peu, mais pas beaucoup. Un peu moins. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un de qui tu tenais son approbation, puis que tu as entendu des commentaires, puis que ça a pu te Par rapport à la faire prétention, douter? pour Ouais, qui se peut-être prend. que tu dis... Ou par rapport à devenir conférencier, que quelqu'un t'a pas dit va te trouver une vraie job, mettons, Ben, entre guillemets. C'est sûr que tes parents ils veulent te protéger. Voilà. Là, ils font pas ça mal, là, mais non, j'ai pas eu ce genre de discours-là. Puis comme tu dis, quand ça vient de quelqu'un que tu connais pas, puis tu regardes son pedigree, C'est puis ça. souvent, ces médias sociaux, ils n'ont pas de photos, c'est un faux nom, puis tu sais, tu Ouais, c'est comme à un ça, moment donné, on tu dis, next, là, tu le bloques, là, puis tu n'entendras plus parler. Mais non, j'ai pas eu tant de commentaires désobligeants de la part de gens qui étaient proches de moi. Puis à un moment donné, il faut avoir une carapace. Là. Oui, T'as c'est une ça. carapace continue. Puis ça prend un ego. Parce que oui, quand tu es des conférenciers, ça te prend du culot. Là. Tu t'en vas sur stage, je dis écoutez-moi, j'ai des De conseils qui vont vous aider l'ambition. à changer votre vie. Là. Fait que ça prend un certain ego, c'est certain, parce que si tu ne l'as pas, ben, tu vas t'effacer, tu vas mourir, puis personne ne va vouloir t'écouter. Ça prend une certaine énergie, ça prend de la persévérance, évidemment. Il faut croire dans tes rêves, dans ce que tu Oui. fais. Puis moi, je suis allé en 1998 au congrès de NSA, National Speaker Association. Oui. Et c'était à Washington. T'avais à quel l'époque. âge? T'avais quel âge? là? J'avais, je commençais, là, OK. j'avais 26, 27 ans. Et quand je suis allé là, je suis comme, wow, j'ai trouvé ma famille. Puis là, j'ai vu Zig Ziglar, j'ai Yes. vu les plus grands conférenciers, Les Brown, j'ai vu Harvey Mackay, j'ai vu tous les grands conférenciers étaient là, tu sais, 2000 conférenciers pendant 3-4 jours. Puis là, j'ai dit, wow, j'ai trouvé ma famille. Moi, je vais venir pendant 25 ans. Pendant 5 ans, je vais venir à ce congrès-là. Puis effectivement, en fait, je l'ai fait pendant 20 ans. Pendant 20 ans, j'ai pas manqué un congrès. Puis j'en faisais même 2-3 par année. Ah, Je faisais le wow. Winter Workshop. En tout cas, j'ai vraiment, vraiment trippé. Puis ça a même fait que j'ai parti CAPS Montréal, l'Association des conférenciers Parle-nous de professionnels. CAPS Montréal. Quand je suis revenu à Raconte-nous. Montréal, Oui. je disais, qu'est-ce que je pourrais faire? Parce que moi, je veux être entouré de ces leaders-là, les meilleurs conférenciers au monde. Fait que j'ai dit, là, je vais partir le chapitre de Montréal. Mais ils venaient juste de partir au Canada un an avant. Fait que moi, je les appelle, je dis, je veux partir à CAPS Montréal. Ils disent, ah non, c'est trop compliqué, le fait français, on vient de commencer, peut-être dans une couple d'années. J'ai dit, gars, si vous le faites pas, je vais le faire par moi-même. Parce que, tu sais, ils m'ont dit, là, ils disent, OK, il est sérieux, le jeune. J'ai dit, si tu nous promets de jamais nous achaler avec le fait français, puis qu'on doit tout traduire, c'est correct, on te donne la permission. Je dis, inquiète pas, je vous achalerai jamais avec ça. Fait que j'ai parti le chapitre de Montréal de CAPS en 1998. Et Est-ce que tu savais un peu où tu t'en allais ou c'était Oui, beaucoup de responsabilités? c'était beaucoup de responsabilités, c'est ça? mais mon but, c'est d'inviter un top conférencier une fois par mois Ah, voilà. et d'apprendre de cette personne-là. Et on ne les payait pas, les conférenciers, on payait l'hébergement souvent, mais c'est du donnant-donnant. Là, les vieux redonnent aux jeunes. Et moi, j'ai invité Jean-Marc Chaput, c'était un de mes premiers conférenciers que j'ai invité là, au chapitre de Montréal. Puis là, on va à des réunions, 30, 40, 50 personnes. Puis une fois par mois, on accueillait un top conférencier qui nous partageait ses meilleurs conseils. Fait que moi, ça m'a vraiment formé. Pendant 4 ans, j'ai été président. Par la suite, Wow. j'ai donné le flambeau aux autres. Mais ça m'a aidé beaucoup là, d'apprendre des meilleurs conférenciers au monde. Parce qu'encore une fois, c'est pas juste de faire les conférences. Non. C'est de savoir tout le marketing, la mise en marché, comment se vendre, dans le fond. Il y a un monde derrière de je Ouais. monte sur la scène et je donne une conférence. Ouais, Il y a c'est un la partie monde facile. qui existe. C'est la partie facile, ça, c'est faire la conférence. Ça, c'est la partie le fun. Il y a Ouais, tout ouais. un monde derrière ça. Ouais, ouais. Je reviens encore en arrière parce que tu vas vraiment, Oui. vraiment vite. Est-ce que tu te souviens, parce que là, je t'entends que tu es full débrouillard, est-ce que tu te souviens de la première entreprise qui t'a donné la chance de Ben monter oui. sur la scène? Je sais là, que tu dis que c'est Michel qui te vendait. C'est comme ou faire des- l'amour, tu t'en rappelles toujours, ça. Fait que raconte. Oh boy, ça s'appelait Privilège Gym à Québec. OK. C'était mon chum Bob Urichuk qui m'a donné le lead parce que lui, il était en conflit d'intérêts parce il travaillait dans les gyms, lui, puis il y avait comme un gym compétiteur qui voulait l'avoir OK. pour plus de mandats. Fait qu'il m'a donné le contrat qu'il voulait pas, dans le fond. OK, je comprends. Fait que là, j'ai dit, OK, formateur en vente, parfait, Privilège Gym à Québec. Écoute, je vais toujours m'en rappeler, là. Je suis arrivé une journée d'avance. Ça, c'est être préparé. Là. Écoute, une journée d'avance, j'arrive à Pop, il dit, qu'est-ce que tu fais là? Je dis, ben Patrick Leroux, je viens faire l'atelier sur la vente. Il dit, c'est demain. T'es sûr? Il dit, oui, c'est demain. Fait que là, j'avais pas de place pour coucher. J'avais pas l'argent de me payer les chambres d'hôtel, tout ça. Fait que là, j'ai appelé une amie qui restait à Québec. J'ai dit, peux-tu m'héberger à soir? Je suis arrivé une journée trop tôt pour ma conférence. Fait que là, elle m'a hébergé. Puis j'allais faire ma demi-journée sur la vente avec eux autres. Il y avait 5 personnes. C'était des gens qui vendaient des memberships dans un gym. Ça a été horrible. J'ai lu mes notes tout le long. Mais ça a été ma première Ah oui. payante. Je pense que j'avais chargé 500 là, pour une Ouais. demi-journée. Là, Nice. parce que c'est pas mal le minimum qu'on devrait charger. Là, sinon, il fallait le gratuit. Là. Mais ça a été comme
comme la première fois que j'ai été payé professionnellement pour donner une conférence. Oui. Là, aujourd'hui, tu as dit, ça fait combien d'années que tu fais des conférences? Depuis 1996. Ici, au Showcase des conférenciers, j'aime montrer un peu l'envers de la médaille. Fait que je sais que ça t'est arrivé des publics peut-être un peu plus froids ou des situations un peu loufoques. On parle de storytelling ici. Est-ce que tu veux nous partager une ou deux histoires qui s'est passé quelque chose puis que tu dis « Oh my God, celle-là... » Il y a tellement de facteurs. Puis aujourd'hui, puis avec l'expérience, quand quelqu'un t'embauche faire une conférence, tu poses des questions puis tu apprends à dire non. Comme des événements que le soir, après que les gens aient mangé puis qu'ils aient bu de la boisson, ça, c'est comme... Ça revient souvent. Embauche un humoriste, là, pas un conférencier. Humoriste. Là. Puis moi, c'est arrivé au Château Montebello. Je voulais mourir. Là, en fait, je pensais abandonner ma carrière là, quand c'est arrivé. T'as quel âge quand ça arrive, ça? Je devais avoir 42 ans. Ça ne fait pas si longtemps que ça. J'ai 54 ans. Et peut-être 40 ans, 42 ans. Puis je suis un conférencier, ça va bien, je roule. Puis c'est un bureau de conférencier qui m'embauche. Donc, c'est pas moi qui parle avec le client direct. Il y a une étape entre moi et le client. Donc, c'est des agents secrets. Des agents secrets? Ils se rencontrent une fois par 5 ans. Ils viennent de partout à travers le Canada. C'est en anglais. Et là, il y a un gros souper à Montebello. Je pense à peu près 600 ou 700. Et peut-être 500, en tout cas, 500 personnes. Là, c'est la bouffe, la décadence. Ils mangent et tout ça. Et là, je devais commencer à 7h30. Et finalement, il y a du retard. Le cocktail, 5 à 7, bar open. Et là, au lieu de 7h30, il est rendu 8h40, je pense, quelque chose du genre. Et là, on s'en va dans la grande salle. On a un conférencier pour vous autres. Il y a des fontaines de chocolat. Tu sais, les fontaines de chocolat, il y a 3 grosses fontaines. Ça. Les gens s'en vont avec les fruits comme ça, puis ils mangent ça. Là, ils sont bourrés, ils sont pactés, ils mangent du sucre. Et là, vous avez un conférencier. Puis là, il fallait que je les motive. Hey, écoute, ça a été horrible. Tu sais, quand tu as fait des conférences habituellement, là, au moins 80 de la conférence, tu l'as déjà faite. Oui, c'est pour ça que tu es bon, parce que c'est rodé, c'est comme un chanteur, là, il chante ses tunes. Et habituellement, tu sais, tu dis ça, il rit. Il dit ça, tu ris. Là, ça fait 5 minutes, j'ai pas de rire. Tout le monde parle, il bat en terre. Il y a juste la table qui est en avant de moi, les organisateurs qui m'écoutent. Personne ne m'écoute. Là, à un moment donné, je voulais, si j'avais une trappe, là, j'aurais pesé sur le piton pour passer à travers le plancher parce que je voulais disparaître complètement. Je devais faire, je pense, 1 heure. Puis au bout de 35 minutes, là, j'ai vu que ça ne marchait pas. Là, puis j'ai comme mis fin à la conférence. Puis le client était d'accord avec ça aussi. Combien de fois les organisateurs... Le monde, il parlait. Il voulait juste être entre eux autres, tout ça. Fait que quand je suis revenu le lendemain, parce que j'ai couché... Le lendemain, je suis arrivé chez ma femme. Je pense que c'était ma dernière conférence que j'ai faite. Arrête tout ça. Et là, avec du recul, j'ai réfléchi. Puis j'ai parlé au Speakers Bureau. J'ai dit, premièrement, plus jamais un conférencier à cette heure-là. Après un bar open, après un souper copieux, après du chocolat et tout ça. Et c'est juste un manque d'expérience. J'aurais dû dire non, sachant ce qui se passait avant, ou mieux m'informer à savoir ce qu'il y avait avant et apprendre à dire non. Dire, on va le faire le lendemain matin quand ils sont réveillés, ils ont pris un café. Pour ton retour sur l'investissement comme client, toi, ça va être beaucoup mieux. Fait que c'est juste c'est un manque d'expérience dans le fond. Mais ça a été vraiment un moment où je voulais disparaître. J'espère que vous appréciez cet épisode qui est rempli de pépites. Si vous trouvez que ça vous fait réfléchir, que ça vous fait vivre des émotions, que ça vous fait rire, que c'est différent que ce qui est présenté ailleurs, je vous invite à me laisser un petit review, un commentaire positif. Puis si vous avez envie de me faire un like et un partage, je vous dis que ça peut avoir un grand impact. Je te comprends. Ramène-moi juste un bref moment dans ton discours mental pendant que tu es sur scène ou, mettons, quand la conférence finit puis que tu es tout seul avec toi-même. Parce que là, tu nous as dit, j'en ai parlé à ma femme. Moi, je veux savoir, là, quand tu es dans ton auto ou quand tu es dans ta chambre d'hôtel, ton discours mental, ce moment-là. La réalité, c'est quand tu fais une conférence, habituellement, là, tu t'en vas en arrière, puis moi, j'ai écrit 10 livres. Fait que je m'en vais en arrière, puis il y a des gens qui achètent des livres, j'ai des dédicaces, puis les gens, ça a bien été, j'ai aimé ça, tu racontais telle histoire, moi aussi, ça m'est arrivé, puis là, je voulais juste m'en aller dans ma chambre. Il n'était pas question que je m'en aille à ma table de lit. De toute façon, il n'y a personne qui serait venu me voir, ça, c'est certain. Je voulais juste longer les murs, puis que personne me voit, me reconnaisse, puis j'ai fait le fantôme. Puis le lendemain matin, aussitôt que c'est parti, je ne suis même pas allé déjeuner avec la gang, je suis parti à la maison. Ça a été un moment assez difficile, je te dirais. Tu sais, une remise en question là, pendant une semaine. Là, est-ce que je continue ça? Puis là, vu que j'avais de l'expérience, j'en ai fait plusieurs conférences, bien là, je dis, OK, c'est à cause du setup, la boisson, l'événement. C'est juste que la prochaine fois, si le client ne veut pas changer l'heure, il faut que j'apprenne à dire non. OK, je vais laisser 5 000 sur la table, je ne le ferai pas, tout simplement. Oh, wow. Ouais.
c'est vraiment, vraiment intéressant que tu amènes cet aspect-là. Puis je suis sûre que ça a mieux été, mettons, tout de suite la conférence d'après. Après, on passe à autre chose. On passe à d'autres choses, puis c'est juste le contexte, je dirais. Là, parce que la conférence, c'était la même conférence que je faisais ailleurs. Okay, c'est juste que là, c'était l'environnement, les gens, la boisson, l'heure, puis fait que c'est juste ça, c'est hyper important. C'est comme quand on va au restaurant. Tu sais, il y a l'assiette, il y a le repas, c'est la conférence, mais l'ambiance du restaurant est tout aussi importante. Alors, si les lumières sont trop fortes, si les cuisiniers font du bruit, puis tu entends la cuisine jouer avec les assiettes, si tout ça, l'ambiance, le serveur est bête avec toi, la bouffe va être bonne, la conférence est bonne, mais si le reste n'est pas bon, ça ne fonctionnera pas. Fait que pour avoir une belle conférence, on est en charge, les conférenciers, d'arriver tôt, de poser des bonnes questions et s'assurer que tout est optimal. La température de la pièce, s'il fait trop chaud, le monde va s'endormir. C'est pas que ta conférence est plate, c'est que physiquement, ils viennent de manger. Tu as même le contrôle sur dire à ton organisateur, regarde, c'est quoi qu'ils mangent sur dîner? Tu veux me placer à 1h30? Moi, je te conseille de me mettre à 11h à la place, mais si tu veux absolument me placer à 1h30, qu'est-ce qu'ils mangent sur leur dîner? Si tu leur donnes ça, là, ils vont tous dormir. J'ai beau être bon, là, il ne faut pas que tu leur donnes ça. Il fallait manger de la salade, pas de féculents, pas de pain, pas de dessert. Là, ils vont peut-être avoir un peu plus d'énergie. Fait que les conférenciers, ça va même avant ta conférence pour être certain que toutes les conditions optimales sont en place pour avoir le meilleur résultat possible. C'est tellement des points importants que tu soulèves là, qu'on ne pense pas. Moi, je me rappelle d'une salle où il faisait particulièrement froid dans la salle et où les gens n'avaient pas eu leur café. Et c'est fou comme les gens disaient « J'ai pas eu mon café, je suis pas réveillé. » Mais... Fait que le conférencier avait beau essayer d'être intéressant, tout le monde était stické, souris, fait froid, puis j'ai pas eu mon café. Fait que faut passer par-dessus. Les conditions optimales, oui. Toi, tu es un conférencier très inspirant. Dis-moi, est-ce qu'il y a des gens qui t'inspirent? Est-ce qu'il y a des conférenciers en français, en anglais, des gens que tu regardes aller, puis... T'en as nommé quelques-uns nous deux, on a suivi. Je me suis inspiré. Tu as fait venir Les Brown, je pense, à Montréal. Les Brown, moi, j'ai fait une conférence avec lui au Centre Bell. Les, c'est un de mes conférenciers préférés. C'est un storyteller absolument extraordinaire. Il est vrai, il a une énergie, il a une voix, il a un charisme. Les Brown, Zig Ziglar m'a beaucoup inspiré. Tony Robbins, que je mentionné tantôt. W. Mitchell aussi, qui est un des meilleurs conférenciers. C'est un gars qui était paralysé, qui était brûlé, son visage, tout ça, est en chaise roulante. Quand il parle, là, écoute, il n'y a pas un bruit dans une salle. Puis il est très bon à faire des pauses. Puis le monde sont comme accroché à ses lèvres. Lou Eckler, écoute, Mark Sanborn, Patricia Fripp, je te dirais, c'est pas des noms que la majorité des gens connaissent, là, mais c'est des grands conférenciers que j'ai vus à travers mes congrès NSC. Jean-Marc Chaput, que moi, c'était un de mes idoles quand j'ai commencé. C'est un conteur d'histoire absolument extraordinaire. Il est venu à une couple de mes lancements de livres. On a eu une certaine proximité, Jean-Marc et moi. Et donc, il y a des amis à moi, Isabelle Fontaine, je pense que tu as son podcast, Sylvain Boudreau, Martin Latulippe, Alain Sanson, Jasmin Bergeron. D'ailleurs, j'ai fondé une espèce de petit mastermind il y a plusieurs années au Québec où on était 6 conférenciers. Tu sais, quand tu fais une conférence, tu demandes toujours aux clients qui vous avez eu dans le passé. Comment ça a été? Fait que tu le sais, là, le pouls, là, après 2000 conférences, là, tu sais les noms qui reviennent, tu sais les noms qui ont bien fonctionné puis qui fonctionnent. Fait que là, moi, c'est les noms que j'entends le plus souvent. Fait que j'ai créé un petit mastermind, nous 6, puis ça a duré pendant 10 ans. Puis on se rencontrait une fois de temps en temps, puis on faisait des réunions, puis on se donnait des tips puis des conseils. Et ça, ce sont tous des conférenciers là, qui m'ont beaucoup inspiré. Mais c'est vrai que de s'unir, ça nous élève, tu sais, ça devient une force. Je sais que tu vas à des séminaires. Est-ce qu'il y en a un qui t'a marqué particulièrement? Est-ce que tu veux nous parler de... les séminaires, tu as voyagé beaucoup. Pendant 20 ans, j'allais au congrès de NSA, National Speaker Association. C'était au mois de juillet, au mois d'août. Tout le temps dans le sud, il faisait tellement chaud. Je faisais le congrès de CAPS, qui était au début tout le temps à la même place? Non, ça changeait tout le temps est-ouest. J'ai tout fait les villes. San Antonio, j'étais allé en Californie, j'étais allé à Floride, à New York. J'ai pu voyager partout à travers les États-Unis à cause de ça. On n'a pas le temps beaucoup de voir la ville, là, parce que ça durait 4 jours intenses. On allait aux conférences. Oui. Il y avait NSA l'été, puis il y avait CAPS l'hiver, c'était en décembre. Ça aussi, c'était tout le temps l'Est puis l'Ouest du Canada. Fait que j'ai voyagé à travers le Canada à cause de ça. Puis il y avait souvent le Winter Workshop de NSA que je faisais. C'est comme un congrès, mais plus petit. Fait que je faisais 3 congrès par année pendant 20 ans. Wow. Puis c'était un investissement parce qu'à chaque fois, ça me coûtait 3 000, 4 000 de ma poche parce que je m'en vais, une chambre d'hôtel, l'avion, coûter pour s'inscrire au congrès, tout ça. Puis là, j'avais les meilleurs conférenciers au monde devant moi. Puis non seulement, il y avait des keynotes qu'ils faisaient, ou ils faisaient leur keynote habituellement, mais il y avait des workshops où là, il y avait tout le côté business, comment se vendre et tout ça. Moi, ça a été pour moi, écoute, grâce à NSC et CAP, j'ai pu me développer comme conférencier. Quelqu'un qui se part comme conférencier demain matin puis qui n'a pas ce support-là, ça aide-là. Bonne chance, là. C'est bonne chance. Moi, c'est grâce à ça. Fait qu'une des premières choses, quelqu'un qui m'écoute, devenez membre de CAPS.
Ça, c'est hyper important. Puis aller assister aux événements, puis aller assister aux rencontres. Puis c'est là que vous allez apprendre le métier de conférencier. Mais toi, tu n'es plus dans CAP, c'est ça? Je ne suis plus dans CAS parce que moi, j'ai fait un virage en 2018. Parce que la vérité, c'est que j'adore le métier de conférencier. J'adore être sur scène. L'impact, c'est que j'ai été tanné d'être toujours parti. Parce que ça, c'est un côté, la face cachée du métier de conférencier. C'est que tu fais une conférence d'1 heure, mais tu es parti 24, 48 heures. Et quand tu en fais plus de 100 par année, c'est que tu es tout le temps parti. Puis moi, j'avais des jeunes enfants et j'étais devenu un père à 100. Fait que j'ai eu un wake-up call un jour. Ma fille a refusé que je la prenne dans les bras quand je suis revenu. Puis ça a été une grosse claque d'en face pour moi. Puis je me suis dit, OK, comment je peux vendre mon expertise autre qu'être toujours parti sur scène, dans les avions, dans les taxis, être tout seul à l'hôtel en train de manger. Fait que là, j'ai développé mon expertise en ligne. J'ai commencé à devenir coach business en 2018. Pas à temps plein, parce que moi, depuis 2018, je travaille 15-20 heures par semaine. Là, et j'ai continué à faire des conférences, comme j'en fais encore aujourd'hui. Au lieu d'en faire 100, 120 par année, j'en fais 5, 10 par année. Oh, wow. Puis là, c'est comme... Là, ma femme et mes enfants sont plus vieux, fait que ma femme, elle peut venir avec moi, ce qu'elle ne pouvait pas avant. Oui, fait que là, ça fait une petite vacance de couple. On est allé à Québec, on avait une conférence au Château Laurier il n'y a pas longtemps, fait qu'elle est venue avec moi, on se prend dans le Vieux-Québec, on est allé dans le restaurant. Fait que là, c'est rendu le fun. Là, j'aime ça. Là, ils sont grandes aussi. Les filles sont grandes aussi. Oui, ils sont grandes, ils ont des chums à cette heure, ils sont autonomes, ils peuvent se faire à manger, tout ça. Mais quand tu es jeune parent, moi, il y a un coach qui m'avait dit un jour, il dit « Being a professional speaker, it's a tough way to make a good living. » C'est une façon difficile de faire un bon train de vie. Puis effectivement, parce que tu es tout le temps parti. Fait que c'est l'aspect sombre un peu, je te dirais. Mais si tu peux, mon ami François Lemay qui me disait moi, j'aime ça. Oui, parce que lui, Nathalie va toujours avec lui, sa femme. Oui, c'est ça, tout le temps avec lui. Oui, tout le temps avec Même lui. Il va enfants. en Europe avec lui, il voyage un petit peu, il prend 2-3 jours de plus. Fait que ça, c'est le fun. Mais quand tu es tout seul sur la route, là, un moment donné, tu manges pas si bien que ça. Tu compenses avec l'alcool des fois. Fait que c'est pas très, très sain. C'est très rare ceux-là qui ont un bel équilibre, une hygiène de vie là, quand tu es tout le temps en déplacement dans les hôtels. L'air n'est pas aussi bonne. Souvent, tu es malade. Les gens, quand tu forces ta voix, tu voyages dans l'avion, souvent, tu as la grippe, tout ça. Fait que, c'est pour ça que j'ai arrêté de faire des conférences à si grande échelle, je dirais. Oui. Mais j'en fais encore parce que j'aime ça. Tu as dit en 2018, tu as fait le virage en ligne. Fait que toi, quand 2020 arrive, là, toi, tu es prêt. Tu es déjà en ligne. Ça, c'était une bénédiction incroyable parce que, oui, effectivement. Parce qu'il y a beaucoup de conférenciers qui sont juste stoppés. Il y avait des business de 500 000 par année comme conférencier, puis du jour au lendemain, zéro. Oui, tout arrête. Fait que moi, ça l'a baissé évidemment beaucoup, mais j'avais déjà ma business en ligne qui me permettait de gagner ma vie correctement aussi. Mais c'est pas juste comment tu gagnes qui est important, c'est que ce qui reste à la fin, puis c'est important aussi le niveau de vie que tu as. Fait que si tu n'as pas un gros train de vie, ça va aller, mais ceux qui avaient des gros trains de vie, des grosses hypothèques, des grosses autos, tout ça, ça a été très difficile. Puis il y a beaucoup de gens qui, malheureusement, sont disparus. Puis n'ont pas pu se refaire. Fait que d'avoir un mix des deux, être en ligne, puis avoir plus d'impact, plus de monde, puis toucher les gens en Europe aussi. Ça, c'est la solution. Oui. et continuer à faire des conférences pour rencontrer du monde. Ben, j'aime ça rencontrer du monde. Moi, si la télétransportation existait, je serais tellement content. Là. OK, Patrick, tu fais une conférence à la Malbaie, au château, là. Paf, bingo, je suis arrivé là-bas, génial. Mais là, il faut que je me tape 6 heures pour y aller, il faut que je couche là, je revienne. Aujourd'hui, quand on me demande ça, puis on me dit que c'est loin, je suis comme, ça me tente-tu de partir? Je suis dans les Laurentides à cette heure. Comme moi, je déteste le trafic, tout ça. Fait que là, c'est comme, OK, je ne pourrais pas faire de moto, je ne pourrais pas aller au chalet en fin de semaine si je fais cette conférence-là. Fait que, 10 fois par année, ça va. Mais de le faire à temps plein comme ça, où je suis rendu dans ma carrière. C'est ça. Ce que tu aurais accepté sans y penser plus tôt, aujourd'hui, tu y réfléchis plus longtemps. Un de mes amis a fait une conférence l'autre fois. Là, c'était au fin fond du Nouveau-Brunswick. Je dis au fin fond parce que les vols, c'est compliqué là-bas. Il n'y a pas des vols à tous les jours. Il faut que tu prennes 2-3 escales. Puis après ça, que tu prennes ton auto pendant 3 heures. Lui, il est allé en auto. Ça a pris 10 heures d'auto. Pour y aller, 10 heures pour venir. Je veux dire, c'est le genre de truc que, oui, j'aurais fait quand j'étais jeune, mais aujourd'hui, je me disais, Puis là, ce que tu fais, c'est que tu demandes tellement cher qu'ils te disent non. Là, des fois, ils disent oui pareil. Là, tu dis non, faut que j'y aille. Quand ils disent oui pareil, ben, tu te consoles avec le montant qu'ils payent au moins. Écoute, ici, on parle de storytelling, on parle aussi de prise de parole en public. Dans le storytelling, tu nous as raconté que ton wake-up call, ça a été ta fille qui t'a fait réaliser que papa n'est pas souvent à la maison. Est-ce qu'il y a une histoire autre que celle-là qui t'a marqué puis que tu dis aujourd'hui, cette histoire-là, elle m'impacte encore? C'est comme je m'en souviens encore. Bien, c'est cette histoire-là, il n'y a pas d'autre. C'était le point de tournant, la claque d'en face, appelle-les comme tu veux. Là. Je revenais, j'avais un stretch, pour revenir sur l'histoire, j'avais un stretch de 10 conférences en 12 jours. Au Québec, au Nouveau-Brunswick. Donc, il fallait que je prenne l'avion. Ça faisait 4 jours que j'étais parti. J'avais une conférence à Trois-Rivières. Je me rappelle, je mettais de l'essence au SO. Là, puis là, j'ai dit, OK, je m'en viens, chérie. Là, je repars demain matin à 6 h, je prends l'avion, le Nouveau-Brunswick, mais j'ai une soirée de libre avec vous autres. Là. J'espère que vous n'avez rien à soir, je vais être avec vous autres. Ma mère, ma femme, on avait une petite fille de 3 ans et demi
dormi 2 ans et demi. Fait qu'il n'y avait pas grand-chose à faire à la maison. Fait que là, j'arrive à la maison, il est comme 7h30. Elle vient m'accueillir avec Jade. Elle avait une petite salopette. Elle avait des Hello Kitty dans les cheveux. Tu sais, je veux dire, là, je m'en rappelle, là, une salopette en jeans, tout ça. Kim m'adormait. Puis quand elle rouvre la porte, j'ai juste le goût de prendre ma fille. Je pars à faire des conférences de plus en plus de reculons à cause de ça. J'ai une femme extraordinaire. On avait embauché une nounou quand même pour y donner de l'aide parce que nos filles étaient très rapprochées. Mais je m'en allais de reculons de plus en plus. Fait que quand j'arrive ce soir-là, j'ai juste le goût de prendre ma fille dans mes bras. Ouais. Puis quand je lui tends les bras comme ça, là, non seulement elle refuse que je la prenne, là, mais elle enfonce son visage comme ça dans le cou de ma femme, puis elle fait ça avec son épaule. En voulant dire, touche-moi pas. Je suis venu les yeux là, tout embués. Ma femme, elle a vu vraiment le désarroi dans mon regard. Elle dit, inquiète-toi pas, mon amour, les enfants sont comme ça, à te boude, parce que ça fait une couple de jours, t'es parti. D'ici une demi-heure, vous allez jouer toutes les deux à 4 pattes, puis ça va être correct. Puis effectivement, une demi-heure après, je jouais à 4 pattes avec elle, tout ça. Kim, elle s'est réveillée de sa sieste, puis là, on a joué ensemble, tout ça. Mais moi, ça a été le point tournant. Mais attends, il fallait que tu repartes, là. Oui, je repartais le lendemain, à 6 h le matin, j'étais dans l'avion, puis avec le guilt, la culpabilité, là. Puis, tu sais, oui, j'étais le pourvoyeur, puis j'amenais l'argent à la maison, tout ça, mais j'étais pas là, j'étais absent. Fait que là, je dis, il faut que je fasse de quoi? Mais tu ne te vires pas sur un 30 sous comme ça. Fait que c'est là que j'ai commencé à étudier. Ça, c'est en 2011, c'est arrivé, en octobre 2011, octobre-novembre 2011. Fait que j'ai commencé à étudier la business en ligne. Puis ça a pris 11 mois, en septembre 2012, que je lance mon premier programme en ligne, succès illimité. Puis écoute bien ça, là. Je ne veux pas me vanter, là, mais j'ai fait 99 500 $ en une semaine. Il y a eu 3 mois de préparation, mais c'était un game changer, ça aussi, parce que je me disais, écoute, un petit peu, je peux faire de l'argent, gagner ma vie convenablement avec une business en ligne. Fait que c'est à partir de ce moment-là que là, juste mon focus, c'était plus les conférences, c'était comment développer mon business en ligne, parce que je voulais plus de liberté et plus de présence pour les miens. Fait que ça a été ça, là, le gros point tournant pour moi. C'est fou comment la vie nous envoie des indices. C'est ta fille, que toi, tu n'aimes pas voyager, que c'est long, puis que tu trouves des solutions avant même que tu en aies besoin, puis que ce soit aussi retentissant, ce succès-là, dès le départ. Oui, mais il y a du travail. Oui, c'est sûr. Il y a eu 1 an avant que je lance mon programme en ligne. Il y avait toute ton expertise derrière. C'est pas n'importe qui aurait pu juste lancer le programme en ligne puis avoir ce succès-là. Ici, on s'adresse à des aspirants conférenciers. Tu as donné plein de trucs au long de l'entrevue, mais si tu avais quelque chose à leur dire, qu'est-ce que ça serait? Quelqu'un qui veut devenir conférencier, qu'est-ce qu'on leur dit? Travaille sur toi-même. Le développement personnel, la croissance personnelle, c'est quelque chose qui... C'est constamment. C'est comme un jardin. Là. Si tu ne l'entretiens pas, là, ça disparaît. Fait qu'il faut que tu sois un bon leader toi-même, un bon modèle. Travaille sur toi-même, prends de l'expérience, va offrir ton aide à des gens qui l'ont déjà fait avant toi, comme j'ai fait quand j'étais jeune. Là, je peux te suivre? Il disait, comme Michel Bélanger, là, il ne me payait pas. Là. J'ai suivi pendant 6 mois avant que je puisse faire un petit 15 minutes là, parce que j'apprenais des meilleurs. Fait que d'apprendre des meilleurs, puis joindre CAPS, joindre NSC, évidemment, où vous allez côtoyer les meilleurs. Oui, tu peux lire des livres, tu peux écouter des podcasts aussi. Ça, c'est super bravo pour ton podcast. Là. On n'avait pas ça dans le temps. Non. Alors, d'avoir cherché l'expérience des gens qui ont passé là avant toi, là, c'est absolument extraordinaire. Donc, c'est vraiment travailler sur soi-même. C'est ça mon conseil que j'aurais donné aux gens. Mais joindre CAPS et NSC, là, ça a été pour moi là, un point tournant dans ma carrière qui m'a aidé à me propulser, je te dirais. Ouais. Mais tu avais aussi mentionné Toastmasters. Est-ce que Toastmasters, oui, Toastmasters. Bien, ça, Toastmasters puis Dale Carnegie, c'est pour les gens qui ont plus de difficultés à parler en public. Voilà. Oui, mais si vous êtes déjà un expert, vous avez déjà une certaine facilité à parler en public, vous n'êtes pas obligé de passer par là, là. Moi, il a fallu que je passe par-dessus ça parce que c'était vraiment un traumatisme pour moi. Mais sinon, c'est CAPS PNSC là, au niveau professionnel là, qui va vous aider. Là. Puis, tu sais, allez voir. Moi, Jean-Marc Chaput, je pense que je l'ai vu 20 fois en conférence. À tout fois qu'il y avait une conférence, j'étais là, puis je prenais des notes, puis j'étais assis en arrière, puis je prenais des notes ou au premier rangé, tu sais, puis j'allais le voir après, je serrais la main, j'achetais son livre, tu sais, acheter des programmes des gens là, que vous suivez comme ça, là, c'est des modèles. Tu as besoin juste de 5 modèles. Tony Robbins, c'est de lui que j'ai appris ça, là, tu sais, modeling, là, trouve quelqu'un qui l'a fait avant toi, puis fais pareil comme lui avec ta sauce, ton expérience, pose ton les histoire. bonnes questions, évite les embûches que cette personne-là a eues, puis si tu fais la même chose qu'il a faite, ben, tu devrais avoir un succès similaire aussi. C'est pas si compliqué que ça. On s'adresse à des aspirants conférenciers, on s'adresse aussi à des dirigeants d'entreprise. Pourquoi on engage Patrick Leroux? Pour l'énergie, parce que le contenu, aujourd'hui, on peut le trouver. Hein? N'importe qui peut aller sur ChatGPT, là, fais-moi une conférence sur tel sujet. ChatGPT, il va faire une super conférence. Mais de savoir l'incarner, d'avoir l'énergie, la passion, les histoires, les anecdotes, faire rire, faire pleurer, faire réfléchir les gens, être capable d'aller chercher dans les émotions, c'est ça la grosse différence. C'est souvent la différence aussi entre un conférencier et un formateur. Des fois, on pose la question, c'est quoi la différence? Bien, le formateur, souvent, c'est plus rigide, c'est plus, il est plate. Le formateur, là, tu vas apprendre du contenu, tout ça, mais un conférencier,
conférencier, c'est un autre game. Là. Il y a à peu près 5 des formateurs qui réussissent à devenir conférenciers parce que tu racontes des histoires. Moi, c'est pas compliqué. Un point, une histoire. Un point, une histoire. Fait qu'à travers le storytelling, moi, écoute, je vais te raconter une histoire, là, une anecdote, OK? Yes. Un des premiers conférenciers que j'ai vu, pas que j'ai vu sur scène parce que j'allais voir un atelier, mais c'était en 1998. Puis l'animateur, avant de voir le conférencier, il dit: j'ai M. Bill Gove qui voudrait vous dire un petit mot, président fondateur de NSC, 95 ans environ. Il se présente, petit monsieur, là, il marche comme ça, puis il se tourne vers nous autres. Il dit: Ladies and gentlemen, don't try to become a professional speaker. Just try to become a professional storyteller. Oui, c'est tellement ça. Puis il s'est tourné talon, puis il est parti. That's it! C'est une des meilleures leçons que j'ai appris comme conférencier professionnel. Essaye pas de devenir un conférencier professionnel, essaye de devenir un conteur d'histoire professionnel. Et si vous faites ça, vous allez avoir du succès. Et souvent, les formateurs, ils n'ont pas d'histoire, ils n'ont pas d'histoire personnelle. Donc, ils ont du bon contenu, mais c'est drame un peu. Ce qui fait, tu sais, le icing on the cake, là, c'est le fait que vous racontez des histoires qui vont aller chercher les gens. Puis un dernier conseil peut-être que je pourrais donner, arrêtez de parler aux jeux. Ça, là, j'ai tellement trop vu de conférenciers. Tu leur donnes un micro, puis moi, je, ça l'intéresse fuck all personne, OK? Ça, parlez au vous. Même une histoire que tu as vécue personnellement, raconte-les au vous. Hein? Imaginez que vous êtes à telle place, vous avez tel stress, vous avez telle angoisse, vous avez tel objectif. Puis si tu racontes ton histoire, mais au vous, au lieu de le rencontrer au jet, vous faites ça, là, vous allez avoir un succès assuré. C'est exactement ce que j'enseigne. Tu sais, venir livrer de l'information, on a accès à l'information, mais venir raconter notre histoire au bout, comme tu dis, pour que les gens puissent se connecter, ils se reconnaissent à travers ce que nous, on a vécu. Puis là, on a la crédibilité pour partager ce qu'on est venu enseigner. Puis faire le lien entre ton histoire puisque eux vivent. Oui. Et pour ça, il faut faire que tu fasses tes devoirs. Il faut que tu poses des questions. C'est quoi les gens qui sont devant moi? Tu sais, faire un bon discours, selon moi, c'est comme d'écrire une lettre d'amour. Tu ne peux pas écrire une bonne lettre d'amour si tu ne connais pas bien la personne. Fait qu'il faut faire son devoir comme conférencier, bien connaître l'auditoire. Et chaque discours est un peu différent parce que chaque auditoire est un peu différente. Et si tu racontes ton histoire, puis à la fin, tu dis, vous, c'est pour ça que des fois, tu sais, il y a des gens qu'on invite souvent dans des événements, c'est des sportifs de haut niveau, des artistes, tout ça, puis ils sont très rares, ceux et celles qui sont capables, au-delà de leur histoire, qui est souvent extraordinaire, de faire un lien. Oui, tu as monté l'ivresse, mais moi, qu'est-ce que je fais dans ma job que j'aime pas? Fais un lien à la fin de ton histoire avec moi, ce que je vis au quotidien. Puis si vous êtes capable de faire ça, vous allez avoir du succès, mais il y a peu de gens qui le font, malheureusement. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il faut que les gens puissent se reconnaître à travers ce qu'on raconte. On s'est adressé à des aspirants conférenciers, on s'est adressé à des dirigeants d'entreprise. Si on s'adresse à Patrick Leroux quand il avait 20 ans, qu'est-ce qu'on lui dit? J'ai su faire mon chemin, je pense, grâce à toutes les lectures que j'ai eues, les gens auxquels j'ai osé aller voir puis demander de l'aide. Que je ne changerais pas grand-chose, je te dirais. Là. Tu dirais peut-être, qu'est-ce que je ferais différemment? Non, en fait, qu'est-ce que tu lui dirais? Pas qu'est-ce que tu changerais, qu'est-ce que tu lui dirais? Tu sais, il y avait l'ambition, il y avait le courage, il y avait la force. Il y avait... Continue à avancer malgré malgré les no-sayers, les gens qui ne croient pas en toi, là, puis un jour, ça va payer. Tu sais, moi, je suis une qualité que j'ai, je pense, c'est la discipline. Et quand tu as une certaine discipline, puis tu fais des actions quotidiennes, même si tu ne vois pas de résultats à court terme, tu sais que ça va te rapporter à moyen terme. Je pense que Dan Hardy a écrit un livre là-dessus. Là. C'est l'effet composé de tes petites disciplines quotidiennes qui va t'amener à avoir un résultat extraordinaire. Et même si tu ne vois pas le résultat à court terme, éventuellement, il va arriver. Mais il faut que tu conserves cette discipline-là. Comme s'entraîner, tu vas au gym, tu ne vois pas de résultat pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines, mais tu y vas pareil, tu fais les répétitions. Puis à un moment donné, oups, tu regardes le miroir, tu vois, tu commences à voir c'est un peu la même chose. Fait que c'est de continuer de garder cette discipline-là puis pas d'écouter les gens là, qui essaient de te décourager. Ouais. La discipline dépasse largement le talent. Fait que même si une personne est très talentueuse, bien, elle va se faire dépasser par quelqu'un qui est discipliné. 100 000 fois, oui. Ce fut incroyablement fascinant de t'écouter parler. J'aime surprendre mon audience avec quelque chose qui les surprendrait à ton propos. On finirait avec ça. Quelque chose que les gens ne savent pas sur toi, puis que ça les surprendrait de savoir ça à propos de toi. Je pense pas que ça les surprendrait, mais je suis pas bon en cuisine. Et quand tu me donnes un marteau, je suis comme Martin Matt. Non, mais on a chacun ses qualités. Puis, moi, toutes les fois que je fais de la cuisine, je fais brûler de quoi. Ça n'a pas de bon sens. J'ai la chance d'avoir une femme absolument extraordinaire pour ça. Là. Fait que c'est d'y aller avec ses forces, dans le fond. Tu vois que tes forces... Moi, il y avait un coach qui m'avait dit un jour, Patrick, là, tu passes trop de temps à essayer de travailler tes faiblesses. Là. Oui, tu vas peut-être les améliorer un petit peu, mais tu ne seras pas vraiment très bon là-dedans. Travaille tes forces à la place. Dans quoi est-ce que tu es bon? Ça, travaille ça. Puis tes faiblesses, essaye de les déléguer à d'autres personnes. Fait que moi, il y a des trucs comme ça là, que j'essaie de déléguer parce que c'est pas mes forces. Comme moi, le management, c'est pas une de mes forces.
Hein, je suis trop direct. Des fois, je blesse les gens avec ce que je dis. Fait que d'avoir des gens, des fois, à gérer du personnel comme ça, je suis pas très bon pour ça. Fait que j'ai mieux avoir une entreprise où je suis travailleur autonome, je fais ma petite affaire. Moi, avoir des équipes de 7 heures de closer puis d'avoir des employés, ça, c'est pas une de mes forces. Fait que ça, c'est peut-être les gens quelque chose qu'ils savaient pas, là, mais c'est d'y aller selon tes forces puis d'être dans ta zone de génie puis faire ce que t'aimes. Ça, c'est hyper important. C'est ça, laisser les choses pour lesquelles c'est pas notre zone de génie, À puis de d'autres se personnes. concentrer sur nos zones de génie. Ouais. Tu as été un génie avec tout ce que tu nous as partagé Merci. ici. Merci infiniment. Ce fut un réel bonheur de te recevoir. Bien, ça me fait plaisir. Là, j'ai un nouveau projet, j'ai une nouvelle passion dans la vie. Parle-nous-en. Là, j'ai décidé que je lançais un programme d'accompagnement Yes. pour les 50 ans et plus Yes! qui, eux, veulent réinventer leur vie pour avoir une retraite ou une semi-retraite avec plus de sens, plus de liberté puis plus de plaisir. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, dépassés 50 ans, pourraient se permettre de se retirer, Oui. mais qui continuent à travailler très fort. Puis la vie, c'est court, c'est maintenant qu'il faut en profiter. Fait que là, c'est un nouveau projet que j'ai lancé en ligne comme ça. Je vais commencer à faire des conférences également sur ce sujet-là, tout en travaillant 15-20 heures par semaine. Parce que moi, je suis comme à la semi-retraite depuis que j'ai tourné 48 ans. Donc, s'il y a des gens qui seraient intéressés, bien, je les invite à me suivre là, sur les médias sociaux. Là, je fais plein de vidéos juste là-dessus. Fait que, autant j'ai pu être coach business dans les 6-7 dernières années, Oui. autant là, c'est coach lifestyle que je veux faire. Donc, parler d'un sujet qui nous intéresse. Ça, là, comme conférencier, c'est hyper important. Parce que oui, tu peux me dire, OK, Patrick, peux-tu faire une conférence sur, je sais pas, l'Halloween? Ben oui, l'Halloween, je connais ça. Je peux faire une conférence là-dessus. Mais quand tu parles d'un sujet que tu vis, que tu connais à fond, bien, ta passion, là, elle va transparaître dans ton énergie, puis c'est ce que les gens achètent en premier. J'aime que tu adresses ça parce qu'on s'est souvent fait dire que tu dois travailler jusqu'à la retraite puis ensuite profiter de la vie. Mais la retraite, pour faut moi, là, défaire ça. la retraite, pour moi, là, c'est d'arrêter de faire ce que tu veux plus faire, puis de commencer à faire ce que tu veux faire. Fait que moi, il y avait des irritants comme conférencier à savoir tout le temps parti. Fait que j'ai cessé de faire ça. Mais j'aime encore ça. Alors, je fais juste selon mes termes aujourd'hui. Puis dépasser 50 ans, souvent, les gens, ils réalisent que s'ils vivent plus modestement, ils pourraient se retirer. Mais retirer avec un projet passion. Tu peux décider de faire des conférences, une dizaine de conférences par année, d'avoir un petit business en ligne qui t'occupe, qui te donne du sens, mais qui te donne aussi la liberté de profiter de la vie pendant que tu as encore la vitalité. C'est un sujet hyper fascinant. Je sais que ça va rejoindre beaucoup de gens. Ouais. Donc, les gens peuvent te rejoindre sur ton site Internet et via les médias sociaux. Site Internet, moins, là, mais c'est les médias sociaux, Instagram, TikTok, Facebook. Et patrickleroux.com/renaissance. J'ai un portail qui est gratuit où les gens peuvent réfléchir par rapport à leur retraite ou de semi-retraite. Il y a un petit quiz, savoir s'ils sont prêts ou non à prendre leur retraite ou leur semi-retraite. Donc, c'est gratuit. J'aime que tu ouvres cette porte-là. Donc, merci encore. Ça fait un réel bonheur. Merci à toi de m'avoir accueilli. Merci à tout le monde. Merci d'avoir été à l'écoute du podcast Le Showcase des conférenciers. Si vous sentez que vous aussi, vous avez un message à partager, si vous sentez que vous aussi, vous voulez impacter les gens, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner et à me suivre sur les réseaux sociaux, à m'envoyer un DM avec le mot « ovation » et vous allez voir que c'est votre accès le plus direct à une scène, votre accès le plus direct à une standing ovation. Et moi, en attendant, je vous donne rendez-vous sur le prochain épisode de podcast, l'endroit où chaque histoire résonne fort dans l'univers. Et je vous dis à presto!